Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette rétrospective olympienne. Et nous sommes le 11 février 1990 et l'Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Paris. Une équipe marseillaise toujours en course pour le titre de champion de France, toujours en duel avec les Girondins de Bordeaux. Une belle après-midi de football pour commenter cette rencontre. À nos côtés, monsieur André de Roca, bonsoir. Vous pouvez m'appeler maître, vous pouvez m'appeler maître. Oui, mais c'est de très bons souvenirs, ça. Hein. Une équipe de l'OM prestigieuse. À mon avis, écoutez, vous savez, le privilège de l'âge, j'ai vu l'OM pendant une quarantaine d'années. C'est sans doute une des meilleures équipes qu'on ait vues au Stade Vélodrome à Marseille, avec des joueurs d'exception, un buteur d'exception, un ailier d'exception et un joueur qui était arrivé et qui jouait à l'aile gauche, un Uruguayen, Enzo Francescoli, qui était absolument fabuleux, même si en cours de saison, il avait un petit peu mangé la feuille de match en Coupe d'Europe lors du match aller contre Benfica à Marseille, alors qu'il avait été brillantissime. Je veux dire, il y a quelquefois la bonne mère est avec vous et quelquefois elle est contre vous. Mais enfin, cette équipe-là faisait vibrer les spectateurs du Stade Vélodrome. Alors justement, cette équipe, on va vous donner la composition. Dans les cages, on retrouve Gaëtan Huard. Derrière Manuel Amoro, Seri Dimeco, Carlos Moser, Franck Sauzé, Enzo Francescoli, Didier Deschamps, Jean Tigana, Philippe Vercruis, Chris Waddle et Jean-Pierre Papin, le buteur de cette équipe marseillaise. Je vous laisse donner la composition de l'équipe de Racing Club de Paris. Ah bon, l'équipe de Racing Club de Paris, il y a des noms moins brillants quand même. Mais le gardien de but, on le connaissait bien à Marseille, Pascal Olmeta. Ensuite, en défense, il y avait Dangbeto, il y avait Goël, il y avait Jean-Pierre Badet, Jean-Pierre Bade même, Tétis, Manuel Blondeau. Ensuite, au milieu du terrain, il y avait Ouazoki, Ben Mabrouk, qui a fait une carrière honorable et dont on a pas mal parlé à l'époque quand même. Il y avait, écoutez, Ginola, le grand David Ginola, celui que Gérard Houllier a crucifié en le traitant d'assassin au soir d'un match, où si le pauvre Ginola avait sa part de responsabilité dans la défaite. C'était en Coupe du Monde contre la Bulgarie, lorsqu'un nommé Kostadinov, dans les ultimes secondes, avait crucifié l'équipe de France, qui avait déjà ses billets pour aller à la Coupe du Monde aux USA et qui restait en France. Donc David Ginola, il y avait aussi Boudarbala, très bon joueur. Il y avait El Idrissi, il y avait Philippe Avenay. Philippe Avenay. Ouais. C'était une équipe qui, sur le papier, avait quelques individualités brillantes, mais qui n'allait pas connaître une saison extraordinaire, puisque, si mes souvenirs sont exacts, à la fin de la saison, le Racing de Paris descendait en deuxième division. Et les Marseillais, les Parisiens, justement, avec un débordement côté gauche et l'arbitre de la rencontre qui va signaler un coup franc en faveur de cette équipe du Racing Club de Paris, entraînée par Henrik Kasperzak. Voilà pour la composition de ces deux équipes. On le disait, une équipe marseillaise qui était une véritable terreur sur cette pelouse du Stade Vélodrome. Toutes les équipes qui venaient ici à Marseille, on disait ça jouait à 50% déjà, ça la peur de ces équipes de venir ici à Marseille et d'affronter ces stars olympiennes. Oui, surtout la ligne d'attaque de l'OM qui faisait véritablement peur à tout le monde. En fait, par rapport à l'équipe qui allait naître 2-3 ans plus tard et qui allait gagner la Coupe d'Europe des clubs champions, disons que la grande différence, c'était que cet OM-là de 90, c'était un OM surtout offensif, avec un trio d'attaque magique, Francescoli à gauche, Papin au centre, Waddle à droite, alimenté par des joueurs comme Vercruis ou comme Tigana, qui étaient quand même des milieux de terrain exceptionnels, Didier Deschamps, bien entendu, Franck Sauzé, alors que l'équipe de 93 était surtout une montagne au niveau de la défense, une organisation. Alors bien entendu, en 93, il y avait aussi des attaquants, mais n'oublions pas que le but de la victoire finale a été marqué par Basile Boli, qui était un défenseur, un petit peu le Van Buiten avant la lettre. Donc cette équipe de l'OM 90 faisait véritablement peur, et je pense que nous évoquerons en cours de retransmission la fameuse demi-finale de Lisbonne, où là peut-être les Olympiens, pour la première et dernière fois de la saison, ont voulu un petit peu gérer un résultat, conserver le petit but d'avance qu'ils avaient acquis à l'aller en battant Benfica 2-1. Et finalement, on sait ce qu'il est advenu en fin de match, mais nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler, et même, je pense, à la faveur
d'une rétrospective où on verra le sacré Vata. Oui, avec les Parisiens qui étaient signalés hors jeu. Philippe Avenay, toujours 0 partout ici sur cette pelouse du stade Vélodrome. Et les Marseillais qui peuvent se relancer avec Carlos Moser, Jean Tigana. Didier Deschamps en a parlé. Didier Deschamps qui sera prêté après un an au Girondins de Bordeaux. Oui, il a fait son apprentissage un petit peu à l'OM. Hein, quand il est arrivé, Didier Deschamps, on mentirait en disant qu'il a convaincu absolument tout le monde, mais il était tout compte fait presque en début de carrière. Hein. Donc on savait qu'il avait du talent, on savait qu'il avait de l'abattage, mais on savait aussi que pour s'imposer à Marseille, c'est difficile, parce que lorsqu'on sort du cocon nantais et qu'on arrive à Marseille avec tout ce que cela représente de pression, de passion, c'est pas toujours simple. Et Didier Deschamps, après, lorsqu'il est revenu, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, vous connaissez la carrière de Deschamps, et c'est sans doute à Marseille qu'il a pris les bases de son métier et qu'il est devenu le super grand joueur qu'on connaît, avec des moyens physiques limités, ce qui est quand même rarissime, parce que de plus en plus, on a affaire maintenant dans le football moderne à des grands gabarits, mais grâce à Dieu, les petits gabarits peuvent encore tirer leur épingle du jeu dans ce sport où la puissance n'est pas tout. Allez, les Marseillais à l'attaque avec Chris Waddle. Chris Waddle qui va chercher peut-être Jean-Pierre Papin au centre. Non, il a tenté de passer son style bien habituel avec ses dribbles. Ça fait du bien de voir des images comme ça, parce que dans la légende des supporters, Waddle était inarrêtable. C'est pas vrai. De même que Manusson n'était pas inarrêtable. Mais c'est certain que lorsqu'ils avaient 30-35 balles dans un match, eh bien, il y en avait toujours une vingtaine qui devenaient très chaudes pour l'adversaire. Enzo Francescoli, vous en parliez tout à l'heure. André, c'est magnifique ce qu'il vient de faire, le centre. Et le ballon qui est perdu pour les Marseillais. Didier Deschamps, on en parlait tout à l'heure, 102 sélections. Il a été battu là récemment par Marcel Desailly. Rose, Förster, Dimeco, il y en aura certainement 2 au marquage. Au milieu de terrain, Roche certainement, qui ne devrait pas être loin de sa fête physique ce soir. Tigana, Vercruis, et l'attaque, Waddle, Papin, Francescoli. Vous savez, on ne sait jamais avant le match exactement comment elle se situera, car elle improvise beaucoup. Tu disais donc après des frissons du titre, là, que vous avez dû revivre un petit peu, prêt pour des frissons mercredi à Athènes. Oui, parce que c'est un match qui s'avère en fait très ouvert. On a eu des difficultés épouvantables à gagner ce match aller, et on nous promet d'ailleurs à peu près tous ceux qui connaissent bien le football grec, y compris Roland Courbis m'a dit, tu sais, ce que tu crois que tu vas rencontrer, c'est rien à côté de ce que tu vas rencontrer vraiment. Il voulait dire par là qu'ils vont tout nous faire, qu'on va pas dormir, il y a les pétards dans les chambres d'hôtel, c'est épouvantable, mais ça fait partie du jeu. Hein. Avec Moser là-bas. Et oui, c'est d'ailleurs pour ça que Moser est pas titulaire ce soir. Il aurait pu jouer avec éventuellement un petit point pour endormir son mal, mais c'était un risque qu'il ne fallait pas prendre. Par contre, Germain ne sera pas là. On sait dès maintenant qu'il ne sera pas titulaire. Voilà, on s'attend tous en tous les cas. 20h, grande soirée mercredi, mais déjà une ce soir. À tout à l'heure. Voilà, vous avez vu dans la composition de l'équipe de PSG que Tomislav Ivic avait appelé toute sa garde d'attaquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Daniel Bravo débute le match. Il va débuter en milieu offensif droit. Vous avez vu que Vujovic et Suzic seront sans doute 2 attaquants, que Calderon joue milieu de terrain et que Pérez, le voilà, Pérez, va très vraisemblablement jouer un petit peu à la place où jouait Omar Sen la saison dernière, c'est-à-dire milieu de terrain très défensif dans l'axe. Il a enthousiasmé Ivic lors du match contre la Juve. Et en rentrant au vestiaire, Ivic avait dit à Pérez, écoute, je viens de trouver ta meilleure place, tu es un vrai numéro 6. Et du coup, je ne sais pas si ça fait très plaisir à Pérez qui avait beaucoup marqué des buts, mais du coup, en tous les cas, Pérez aujourd'hui va jouer milieu de terrain. Et Tomislav Ivic aligne une équipe, ma foi, fort séduisante, où Bosser donc va jouer arrière droit alors que Omar Sen va jouer libéraux, puisque vous savez que Janol, qui aurait pu jouer d'ailleurs ce soir, mais qui de toute façon a une petite blessure à la cuisse, va être absent pendant 4 mois, et que Leroux, lui, a toujours mal au genou. Entrée des 2 équipes au stade Vélodrome de Marseille pour ce Marseille-Paris Saint-Germain. Derrière, monsieur Michel Bautron, qu'on retrouvera lui aussi lors de la grande soirée européenne mercredi. Il arbitrera un Real Madrid-Milan AC.
savez ce qu'il faut faire mercredi. On va vous le dire 2-3 fois dans la soirée. À partir de 18 h, vous êtes dans votre fauteuil devant Canal. D'abord en duplex en même temps et on vous choisira les meilleurs moments. On tâchera de vous goupiller quelque chose d'intéressant. Berlin-Monaco et Juventus-PSG. À 20 h, on part à Athènes pour Athènes-Marseille. Et dès la fin d'Athènes-Marseille, on va à Madrid pour Real Madrid-Milan. S'il y a des prolongations, vous verrez toutes les prolongations. On va toujours s'arranger. Normalement, une superbe soirée mercredi à partir de 18 h sur Canal. Et une superbe soirée certainement ce soir à Marseille pour ce match entre le 3e et le 7e. Joël Batz tendu au moment de jeter un petit coup d'œil du côté du COP du Stade Vélodrome. Et puisqu'on est en championnat, donc ce soir, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez poser des questions par Minitel. Celui dont la question sera sélectionnée gagnera une platine laser 3615 code C+. Et j'espère que vous donnerez une bonne note tout à l'heure. Safet Suzy qui discute avec Monsieur Vautreau. Safet Suzy qu'il a croisé déjà à 2 reprises, Monsieur Vautreau, cette année en championnat de première division pour Brest, Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain-Bordeaux. Gaëtan Huard, lui, avait eu l'occasion d'être arbitré par Michel Vautreau lors de la première journée de championnat. C'était Lyon-Marseille et c'était déjà sur Canal. Qu'hier, Monaco s'est imposé à Toulouse 1-0. Voilà, dans quelques secondes, le coup d'envoi du 2e match avancé de cette 16e journée. Suzic et Vujovic, le duo yougoslave, pour le coup d'envoi. Et un premier ballon pour Joël Batz. C'est vrai que compte tenu de l'état de doute de Paris Saint-Germain, on peut s'attendre à une position très en retrait de PSG, mais la composition de l'équipe peut au contraire nous faire penser que PSG va bien jouer le jeu. Donc tout ça, très intéressant d'attendre les premières minutes. Forster. Boros. Avec Francescoli. Francescoli Waddle. Et intervention d'Omarsen. Pour Joël Batz. Tanasi